Merci de nous rejoindre pour Ici l'entretien, l'émission d'interview d'ici Beyrouth, que vous connaissez désormais. Nous recevons aujourd'hui Alain Hakim, ancien ministre de l'économie et du commerce. Merci de nous rejoindre dans nos studios. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors, on commence par votre domaine de compétence qui est un peu l'économie. On parle d'un deal, 16 milliards de dollars de l'Arabie saoudite, des pays du Golfe et des Américains en échange du désarmement du Hezbollah. On en parle depuis quelques jours. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est faisable, c'est possible, c'est impossible, on rêve? Bon, d'abord, ce n'est pas une nouvelle, malgré qu'ils veulent que ce soit une nouvelle, parce qu'en fin de compte, nous sommes tous certains que tant qu'il n'y aura pas de remise des armes aux mains de l'armée libanaise, et il n'y aura pas d'investissement au Liban. Donc là, c'est clair. Ça, oui, c'est conditionné. C'est conditionné, bien sûr, et c'est connu qu'en fin de compte, nous n'aurons une aide, enfin, plutôt des investissements, qu'à travers les pays arabes et à leur tête l'Arabie saoudite. Donc ça, c'est clair, net et précis. L'Arabie saoudite qui nous fait un peu la tête, là, ces derniers temps. Voilà, c'est pas seulement l'Arabie saoudite, mais aussi les Américains, parce que n'oublions pas que quand M. Trump a reçu M. Shara, il n'a pas reçu M. Aoun. Et quand nous étions à Sharm el-Sheikh, la fameuse réunion de Sharm el-Sheikh, il n'y avait pas de Liban, et il n'y a toujours pas de Liban à la réunion économique qui a lieu en Arabie saoudite. Mais simplement, permettez-moi de continuer. Pour les 16 milliards, ça c'est un. Deux, nous n'avons besoin de personne. Ça c'est mon avis personnel en tant que Libanais. Parce que si jamais nous faisons le compte de nos rentrées en termes de profit ou en termes de volume, oublions les transferts. Parlons simplement des occasions que nous avons durant l'année, qui sont 4, entre l'été, Noël, Pâques, Ramadan, etc. Si on multiplie 2 à 3 milliards par 4, ça fait déjà 12 milliards. Plus les transferts dont vous en parlez maintenant, qui sont entre 6 et 7 milliards, nous avons plus ou moins les 16 milliards voulus. Mais néanmoins, je ne nie pas le besoin d'investissement, mais c'est pour simplement dire que le début, c'est en fait, commence par compter sur nous-mêmes. Vous parliez il y a un instant d'Ahmed El-Shara. Alors Ahmed El-Shara, il va en novembre aux États-Unis. Il va rencontrer M. Trump. Voilà. Il y a 28 milliards de dollars en 6 mois d'investissement des pays du Golfe en Syrie, ce qui explique partiellement d'ailleurs le retour d'une partie des déplacés syriens du Liban. Et nous, on a l'impression qu'on est hackés. Ça, c'est bien tant que le Hezbollah n'a pas désarmé. Tant que nous n'avons pas rejoint le train global, régional et mondial au niveau donc de la paix à venir, nous n'allons obtenir aucun investissement à venir. À garder en tête aussi, à part les 26 milliards de la Syrie, qu'il y a 3 semaines, donc hier, l'Égypte a signé, une compagnie égyptienne a signé avec une compagnie israélienne 36 milliards de dollars un contrat. Donc tout le monde fait ses intérêts, tout le monde s'arrange malgré la guerre de Gaza, enfin quand elle avait lieu, sauf le Liban qui doit payer le prix toujours à ce niveau-là. Oui, comment vous expliquez l'entêtement du Hezbollah? C'est des ordres qui viennent d'Iran, il faut attendre ce qui se passe en Iran pour que ça se règle ici, ou c'est juste une espèce d'envie de suicide? Cher ami, la mission d'être de Hezbollah est d'être guérilla. Donc c'est une guerre de guérilla. Donc par définition, et en plus ils sont terroristes, c'est pas moi qui le dis, mais c'est la définition mondiale de Hezbollah, au niveau international en fait. Donc ils travaillent, leur mission d'être les pousse à travailler dans la discrétion, en cachette, en sourdine, sous terre, sans paraître. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Quelques parlementaires qui disent à haute voix certains grands titres pour augmenter et essayer de relever le moral des troupes et relever le moral de leur environnement. On a le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, qui dit des stupidités du matin au soir au niveau donc, global et au niveau régional et au niveau national. À part ça, on a le travail de sape qui a lieu du Hezbollah au niveau souterrain, interne, au niveau donc de la reconstruction de sa force militaire et de sa remise en place en termes de troupes et en termes de capacité. Alors les Israéliens disent que le Hezbollah reconstitue son arsenal. Tout le monde le dit, pas seulement les Israéliens. Oui, voilà. Et le Financial Times, par exemple, explique les réseaux de financement
du Hezbollah. C'est-à-dire qu'ils n'ont toujours pas compris. Non, Qu'est-ce qu'ils cherchent? aujourd'hui, C'est quoi leur but? encore une fois, leur mission d'être, tant qu'ils n'ont, la mission d'être à la première, donc bien sûr, est la guérilla, c'est Mais ils ont échoué dans c'est la stratégie. Mais non, ils ont échoué en tant qu'armée. Ils n'ont pas échoué en tant que guérilla. En guérilla, ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents. La preuve qu'ils tiennent plus ou moins le pouvoir au niveau du pays. Nous avons toujours affaire à cette même mise, à ce chantage continuel au niveau politique qui a lieu. La preuve pourquoi nous n'avançons pas. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire un pas en avant. Il n'y a rien qui a lieu dû à la présence du Hezbollah. La seule solution aujourd'hui, c'est la dissolution de la branche armée du Hezbollah et de terminer de ceci le plus tôt possible d'une manière totale. Parce que tant que ceci n'aura pas lieu, nous ne pourrons jamais avancer. Alors précisément, on sent bien qu'il y a une course contre la montre entre la montée des tensions militaires qui est bien réelle tous les jours et la diplomatie et les négociations dont a parlé le président de la République libanaise. Est-ce que vous pensez que la tension militaire est une pression pour arriver à un compromis ou à des discussions, ou est-ce que ces discussions n'auront pas vraiment lieu et que guerre à tout prix? Il est clair qu'Israël, comme elle l'a fait avec Gaza, va continuer avec la pression militaire. C'est la même méthode qui a eu lieu à Gaza, d'ailleurs qui a été préconisée aujourd'hui par l'ancien envoyé américain au Liban. Donc ça ne m'étonne pas, premièrement. Deuxième point, il faut à tout prix que l'État libanais prenne une décision. Et je ne parle pas de décision sur un papier, ni je parle de décision dans un journal. Je parle de décision en termes d'application et d'objectifs. Et ceci doit avoir lieu le plus tôt possible. Jusqu'à aujourd'hui, ceci n'a pas lieu. Ce qui fait que, automatiquement, vis-à-vis de la société internationale et des pays régionaux et des États-Unis, qui sont le grand parrain de tout ceci, nous paraissons complètement impuissants. Donc vous pensez qu'on va vers une confrontation? À mon avis, les pressions vont continuer à avoir lieu jusqu'à aboutir à des négociations directes. Direct. Et il faudra être clair à ce niveau. Plus nous perdons du temps, plus le prix sera élevé. Moins on perd du temps, moins le prix sera élevé. Et ceci est clair à ce niveau-là, parce qu'en fin de compte, l'aboutissement est identique, quel que soit le chemin que nous allons parcourir, en gardant en tête que cette administration américaine n'est pas une administration grise, c'est une administration ou blanc ou noir. Et pour ceci, il faut que le gouvernement libanais puisse aussi lui-même aboutir à un même résultat. On parle aussi d'une sorte de zone démilitarisée au sud Liban qui serait co-gérée par le Liban, Israël, avec une supervision américaine. Vous y croyez à ça? Tout est possible à ce niveau-là. Donc voilà. C'est une solution? Plus nous allons attendre, plus on paiera le prix. Le prix, c'est quoi? Le prix, c'est la terre. Le prix, c'est la reconstruction, etc., etc. Le retour de nos déplacés vers... N'oublions pas que nous avons un nombre énorme de déplacés un peu partout. Et le second point essentiel à ce niveau pour l'administration américaine aujourd'hui, c'est l'assèchement du financement du Hezbollah. D'ailleurs, il y a un responsable du Trésor américain qui arrive bientôt, le vice-ministre au terrorisme et au financement illicite. Oui. Voilà. Donc lui, il vient faire quoi? Il vient sûrement venir voir comment pouvoir assécher complètement les sources et tarir les sources financières du Hezbollah. C'est en parallèle avec, bien sûr, la question des armes, parce que n'oublions pas aujourd'hui que l'environnement du Hezbollah, tant que cet environnement est financé, même si ce n'est pas financé comme avant, comme précédemment, il l'est toujours, donc il peut se maintenir. Et bien entendu, nous verrons toujours des rassemblements comme nous en avons vu dernièrement. Et donc il est sûr, puisqu'il vient, puisque vous le dites, puisqu'on l'entend, que le Hezbollah continue à se financer. Est-ce qu'il se finance pour reconstituer ses armes ou pour aider à la reconstruction qui est complètement bloquée? Par définition. La mission d'être de Hezbollah est la survie et la présence et la guérilla en sourdine, et c'est ce qu'ils font le mieux. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, malgré les parades que nous voyons un peu partout au niveau de leurs députés et de leur, comme j'ai dit, de leur chef.
Néanmoins, la reconstruction a lieu, même si elle est lente. Ils sont en train de miser sur le temps. D'ailleurs, M. Nabih Berri est en train de les aider à ce niveau-là. C'est de la lenteur, on prend notre temps, on essaie autant que possible de perdre du temps, et on attend un changement qui pourra avoir lieu au niveau ou régional ou international. Donc, par exemple, ça peut être un changement au niveau de la majorité américaine, qui peut avoir lieu un jour. Enfin, à des dates précises, bien entendu, mais plus on attend, mieux c'est. Mieux on arrive à augmenter nos chances de survie et de présence. La grande preuve à ceci, c'est les alliés du Hezbollah. Ils sont où? Ils sont tous tapis, cachés, attendant le moment de ressortir. Oui, mais cela dit, le principal allié est l'Iran, qui... Je parlais des alliés internes. Locaux. J'avais compris, mais le principal allié étant l'Iran. L'Iran n'est plus à vouloir exporter sa révolution, mais à survivre. Donc on pourrait imaginer qu'un Iran affaibli puisse impacter la situation et le désarmement du Hezbollah au Liban, sauf qu'il n'est peut-être pas assez affaibli, l'Iran. Le Liban est dans le même... Il continue à aller venir les officiels iraniens au Liban comme... L'Iran est dans le même état que le Hezbollah. C'est vrai qu'ils ont eu des pertes, enfin leurs pertes sont beaucoup plus limitées que le Hezbollah. N'oublions pas que nous avons plusieurs milliers de morts à ce niveau-là, qui sont en fin de compte des citoyens libanais. L'Iran est dans un état déplorable aussi, mais néanmoins, l'Iran, sa seule porte de survie, sa seule bouée de survie, si nous voulons, c'est bien entendu son réarmement. Et d'ailleurs, elle est en train d'essayer, autant que possible, d'essayer de montrer qu'elle est en train de se réarmer, parce que bien entendu, pour mettre pression sur les négociations, augmenter le prix des négociations. Parce qu'aujourd'hui, si nous reprenons un petit peu au niveau du Hezbollah ce qui se passe, s'il leur reste 20% à 30% de leur arsenal, ce serait mieux vendu aux Israéliens que s'ils n'avaient rien du tout. Donc il est préférable que le Hezbollah aille aujourd'hui vers cette approche, vers ce résultat, au lieu d'attendre, de ne plus rien avoir à négocier. Mais c'est ce qui va arriver. Donc, parce qu'en plus, les deadlines sont très serrés. Apparemment, les Américains voudraient que d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire dans 2 mois, les problèmes dans la région soient réglés, entre guillemets, aussi bien à Gaza, en Syrie avec un accord de sécurité avec Israël, le désarmement du Hezbollah et le début de discussions avec le Liban. C'est pas tenable comme... Justement, voilà pourquoi le gouvernement libanais doit, autant que possible et le plus tôt possible, prendre une décision. Elle a déjà été prise au niveau du discours présidentiel, au niveau du gouvernement libanais. Néanmoins, nous parlons d'application. L'application est là, elle existe. Il ne faut pas nier les efforts qui ont lieu. Néanmoins, elle est lente. Il ne faut pas oublier aussi que le président de la République, le général Joseph Aoun, travaille sur le sujet comme si on travaillait sur une balance de toile d'araignée. Donc il essaye de faire de son mieux pour préserver ou ménager la chèvre et le chou, excusez-moi, comme disait La Fontaine, pour essayer d'aboutir à une solution viable, prenant en compte, et il le sait, que l'aboutissement de ceci va avoir lieu au niveau donc des négociations. D'où sa proposition de négociation, qui a été plus ou moins acceptée par M. Nabih Berri, bien entendu accepté par le chef du gouvernement, pour un aboutissement positif à ce niveau-là. On attend toujours la réponse du Hezbollah. Il est à relever l'intervention égyptienne actuellement. Importante. Importante. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le 3 octobre. C'est le 3 novembre. Le 3 novembre. Pourquoi je suis toujours à octobre, je ne sais pas. Parce que vous aimez le début de l'automne. Voilà, peut-être. 3 novembre. C'est la date, c'est l'anniversaire de l'accord du Caire. Donc aujourd'hui, on est le 3 novembre. Donc l'intervention égyptienne qui a eu lieu, qui se base sur, en fait, le fait de pouvoir aujourd'hui négocier, le prix serait moindre. Il ne se base que sur ça, d'ailleurs. Et plus le temps passe, plus nous allons perdre du temps, plus le prix sera élevé. Encore une fois, le prix, bien entendu, sera au niveau donc des terres, au niveau de la libération, au niveau donc de la reconstruction, etc. Donc ce que vous dites, c'est de toutes les manières, on n'a pas le choix, vu le contexte international, on va vers des accords ou vers des discussions, mais le tout est de savoir si on arrive en pleine forme ou en petits bouts. Voilà. Le problème de base aujourd'hui, c'est qu'on a peur de négocier. Je ne comprends pas pourquoi. On peut négocier, on a suffisamment
d'arguments entre les mains. Les Syriens négocient, c'est quand même incroyable. Les Syriens n'ont rien, ils sont en train de négocier. Oui. Nous ne négocions pas. Il n'y a que nous qui ne négocions pas. Donc pourquoi je n'arrive pas à comprendre, d'où la demande à l'État libanais, donc le gouvernement ainsi que ses institutions, d'aller plus vite. Moi, à mon avis, la question réside dans le Parlement libanais. Le problème réside dans le Parlement libanais qui aujourd'hui n'a pas encore abouti à cette nouvelle tendance qui a eu lieu à travers l'élection du président, la nomination d'un chef de gouvernement et bien sûr la formation d'un gouvernement. Elle aurait dû être suivie, enfin malheureusement ça n'a pas été le cas, par aussi la dissolution du Parlement et la reconstruction d'un Parlement beaucoup plus représentatif actuellement. Pour être porté par ce qu'on appelle en général les 100 jours. Voilà. C'est la période de grâce qu'ont les dirigeants. Quand ça aurait été l'aboutissement. Et bien entendu, donc, ceci nous fait dire que les élections de 2026 sont cruciales au niveau du changement qui doit avoir lieu. À mon avis, elles doivent avoir lieu. Le président de la République est complètement engagé à ce sujet, ainsi que le chef du gouvernement. Ceci est clair. On ne peut faire que ceci actuellement parce que, encore une fois, pour aboutir à un changement véritable, il faudra changer le Parlement en 2026. Oui, mais si on change le Parlement en 2026 à l'ombre des armes du Hezbollah, c'est peut-être pas un Parlement aussi représentant. On risque d'avoir les mêmes. D'où la nécessité d'aller vite. Ah non, je vais être clair à ce niveau-là. Il se peut que non. Pourquoi? Parce que le Parlement libanais aujourd'hui a été élu par 42% en 2022 et en 2018 par 48%. Donc en 2022, ce pourcentage a baissé à 42%. Qui sont les 42%? Les partisans, les sympathisants et les bénéficiaires. Donc ceux qui bénéficiaient de services offerts par ces partis, par les partisans qui normalement, eux, vont voter à l'aveuglette, et par, bien sûr, les sympathisants qui aussi le font. Mais il y a 58% de personnes indépendantes, plus ou moins. N'oublions pas, bien sûr, ceux qui voulaient le changement, mais qui, enfin, ne l'ont pas eu. Ils n'ont rien changé du tout. Ils n'ont rien eu, en fin de compte. Enfin. Et les 58% qui restent, donc, ils sont complètement indépendants. Ces 58%, si 20% seulement émigrés, expatriés, ce qu'on veut, et libanais au Liban, 58%. Si 15 à 20%... ça change tout. Ça change tout, complètement. Voilà pourquoi je ne crois pas aux interventions étrangères. Je ne crois pas aux pressions étrangères dans les élections qui viennent. Nous devons compter sur nous-mêmes, encore une fois, comme au niveau économique et financier. Espérons que ce sera le cas. Ben, sur cette note d'espoir, on se quitte. Merci d'avoir fait un crochet par nos studios, Alain Hakim. Restez sur Ici Beyrouth et This is Beyrouth sur toute notre plateforme, sur nos réseaux. Et vous aurez toutes les informations, les interviews, les portraits, les dossiers, les enquêtes.